Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 3e épisode du Sevens Rugby Show, votre émission 100% rugby à 7. On est déjà à la fin de la phase régulière du Sevens 1. Ce sont déjà les deux tournois qui se présentent devant nous. Le Vancouver Sevens au Canada dès ce week-end et la grande première, le New York Sevens dès le week-end suivant. C'est donc l'heure de faire le point avant ces deux très gros rendez-vous pour le Sevens mondial. Pour m'accompagner aujourd'hui, elle est de retour, elle était du côté de l'Open d'Australie, de Milan Cortina pour les JO, elle est même, je crois, pas très loin de certains écrans d'une grande télé française et internationale. Marie-Lou, notre journaliste, est de retour. Marie-Louise Préra, salut. Salut Arnaud, salut tout le monde. Bon, et on a aussi Monsieur Poussin, toujours fidèle au poste. Salut Antoine. Présent. Salut Arnaud, salut Marie-Louise. Très Jean. Ah, c'était trop mignon. Salut à tous. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver pour parler de rugby à 7, puisque le dernier tournoi du circuit mondial, c'était il y a un mois tout juste. Une petite bébé pause, quand on se rappelle qu'à Noël, on avait eu 2 mois sans 7 et qu'on avait eu la petite transpi. C'était long quand même. Là, ça recommence avec une grosse tournée nord-américaine qui a pas mal d'enjeux. Et ne vous inquiétez pas, vous qui nous suivez sur YouTube, on va vous donner toutes les infos pour bien vous préparer, pour qu'après cette émission, eh bien, vous ayez plus de questions, tout simplement, pour savoir où en sont les équipes avant d'aborder la suite, puisque là, on vous parle de phase régulière. Ensuite, il y aura le HSBC Sevens Championship. Et là, ce sera un petit peu plus costaud, puisque ce sera 3 tournois qui décideront des champions et des championnes du monde. Ce sera du côté de Hong Kong, de Valladolid et de Bordeaux à partir du mois d'avril. Donc je pense qu'on va se régaler. Le Sevens Rugby Show, ça démarre maintenant. Alors, on a déjà eu, avant de commencer sur cette tournée nord-américaine, on va déjà faire un petit retour dans le temps, histoire de rappeler un petit peu les temps forts, tout simplement, de cette tournée 2. Rappelez-vous, il y a un mois, on était du côté de Singapour. On avait notamment cette petite moiteur propre à cette étape du circuit mondial, avec en premier lieu une belle performance pour les joueurs de France 7 qui avaient très bien démarré face à la Nouvelle-Zélande. Victoire 19-12 en poule, une victoire en suivant large face à l'Australie 31-7. Et puis regardez ce magnifique essai qui va venir d'Ali Dabo, le gros travail d'Andy Timo sur la touche, la superbe transmission en tombant de Enaimo Arto pour cet essai et cette qualification en demi-finale. La victoire face à l'Argentine et une victoire en demi face à l'Afrique du Sud. Les Français qui jouaient donc leur première finale de la saison à Singapour face aux Fidji, et ça démarrait très très fort avec cet essai de tout simplement 100 mètres. Le gros travail de Simon Désert, le relais encore une fois pour Enaimo Arto. Il en a fait pas mal, Enaimo, des petites passes décisives sur ce tournoi quand même, et c'est Jordan Sefo qui a ouvert le score sur cette finale. Les Français qui ont donc mené très rapidement 7-0 jusqu'à ce superbe 1-2. On retrouve les champions olympiques Jordan Sefo et Paulin Riva. Appréciez la technique de Paulin Riva. Je tombe, je lâche le ballon, je me relève, je marque. Les vraies attitudes de cette, l'expérience du capitaine sur ça. C'était superbe, cette entame des Français jusqu'à la moitié de la deuxième période. Ils menaient 12-7 et malheureusement, Antoine, ça ne s'est pas terminé sur une première victoire des Français en finale. Ouais, c'est dommage, parce qu'à l'image de la compétition, ils avaient parfaitement entamé ce dernier match en étant très connectés, que ce soit offensivement et défensivement. Et puis là, on connaît les Fidjiens à l'expérience sur quelques ballons qui traînent, des petites erreurs défensives après en deuxième mi-temps. On leur laisse l'opportunité de revenir. À l'image de là, on est trop serré sur le rock. Et ça, c'est le dernier essai fidjien qui vient concrétiser leur victoire. Donc ça passe pas loin, mais en tout cas, un résultat qui est vraiment encourageant pour cette équipe de France qui était passée 2 fois tout proche d'aller jouer cette première finale. Et donc là, maintenant, ça permet vraiment de construire pour la suite. Et une première médaille pour les Bleus, médaille d'argent. Première médaille également pour les Canadiennes, Antoine. Ah ouais, tout à fait, avec notamment Olivia Apps qu'on voit à l'écran qui marque c'est la victoire pour la médaille de bronze. Elle était de retour dans ce groupe, on sent qu'elle a vraiment porté. On a vu les Canadiennes qui ont été très solides sur ce tournoi, qui avaient remporté notamment leur première confrontation face à la France en poule. Malheureusement, ça avait éliminé les Françaises et derrière elles avaient pu enchaîner. Et puis là sur la finale, il n'y a vraiment pas eu photo, encore une fois. La Nouvelle-Zélande qui a vraiment réalisé un tournoi stratosphérique et qui a complètement roulé sur l'Australie à l'image de cet énorme raffut là sur la joueuse australienne. Il n'y a vraiment pas eu de contestation possible sur cette finale.
Ouais, Marilou, sur cette finale, les joueuses néo-zélandaises, elles ont vraiment été impressionnantes face aux joueuses australiennes. En revanche, pour nos Françaises, le tournoi pour nos Françaises de France 7, eh bien, ça a été un petit peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué, elles se retrouvent dans la poule de la Nouvelle-Zélande, justement, qui a un peu roulé sur tout le monde, y compris nous. On se retrouve à seulement une victoire en poule, donc forcément, c'est impossible sur le format actuel de sortir de la poule en ne gagnant que contre la Grande-Bretagne. On s'est incliné 2 fois, donc on se retrouve à devoir jouer la plate, donc entre la 5e et la 8e place. Heureusement, on s'en sort quand même avec 2 victoires, donc d'abord face au Japon, puis face aux Fidji, donc on finit 5e. C'est pas une catastrophe. On était 4e au classement général, un peu plus en dessous de la 4e place. C'était pas ce qu'on attendait, clairement, mais c'était pas non plus l'année dernière. Surtout qu'on restait sur une médaille de bronze quand même à Cap Town, donc forcément l'idée aurait été d'enchaîner. Malheureusement, on sait très bien dans le set que tout se passe pas forcément comme on l'a prévu. Et effectivement, t'en parlais de ce nouveau format maintenant qui est très différent de l'année dernière, où quand on était encore 3e, même des fois avec une victoire, on pouvait arriver à peu près à s'en sortir. C'est vrai qu'aujourd'hui avec ce format à 2 poules de 4, c'est quasi c'est une mission impossible. Donc effectivement, il faut être prêt d'entrée pour ne pas perdre le moindre point en route. Et ce match contre le Canada, il nous a fait vraiment très mal, alors qu'on était plutôt bien rentré au départ, mais on a lâché assez vite, et derrière ça nous a sorti du tableau principal. Donc le tournoi de Singapour, Marilou, positif pour les garçons, première médaille de la saison, elle est en argent, première finale, avec franchement un tournoi quasi parfait, puisqu'ils n'ont perdu qu'en finale. Voilà. Et ensuite pour les Françaises, tournoi un petit peu comme depuis le début de saison, ça démarre piano, et ensuite ça accélère, puisqu'il y a eu ensuite le tournoi de Perth qui nous concerne, et là c'est un petit peu l'inverse, puisque Perth, bon, déjà c'était pas la même température, hein, c'était assez caniculaire et sec, vous le voyez sur ces images, et là par contre les Françaises, elles ont pris leur revanche d'entrée face aux Canadiennes, victoire 24-12. Ensuite, face à l'Australie, ça a picoté un peu plus, défaite 26-12, et elles ont encore une fois roulé sur la Grande-Bretagne 42-10. Donc nouvelle demi-finale, les Bleus qui retrouvent les demi-finales. Bon, elles tombent sur un os face aux Néo-Zélandaises. Elles avaient très bien démarré, puisque elles n'étaient menées que d'une marque, mais malheureusement ce sont les Néo-Zélandaises qui se sont imposées en demi-finale. Une défaite finalement large, 14-34, les Néo-Zélandaises qui ont déroulé, mais vous le voyez, elles n'ont déroulé qu'à partir de 4 minutes de la fin de la partie. C'était donc une petite finale pour le bronze, pour les Françaises face aux États-Unis, et c'est la joueuse de Bobigny, Hawa Tunkara, qui a libéré les siennes, victoire 21-14, et deuxième médaille de la saison après Cape Town pour les joueuses françaises. C'était plutôt costaud. De leur côté, les Néo-Zélandaises, Marilou, ont encore ressorti les biscottos. Oui, c'est presque tous les tournois se suivent et se ressemblent avec elle. C'est la 3e victoire de suite. On n'a quand même pas eu tant de tournois que ça, mais non, 3e victoire, encore une fois, face à l'Australie. Et on les voit vraiment dominer de la tête et les épaules. Elles arrivent à trouver les espaces assez facilement. Là, on le voit, l'espace il est ouvert sur l'aile. Course de Tenneti, on ne la revoit pas. Doublé pour elle en finale. Elle fait un énorme tournoi à Perth. Un énorme tournoi, mais c'est un peu à l'image de cette équipe de Nouvelle-Zélande, où on avait dit qu'on ne savait pas trop ce que ça allait donner avec toutes ces grossesses, etc. Et au final, premier tournoi, elles ont un peu mis les pieds dans l'eau, et puis après, ça a enquillé en fait, et depuis, médaille sur médaille. C'est aussi simple que ça. Victoire sur victoire, je devrais dire. Les Fidjiens ont enquillé également du côté des garçons, Antoine. Ouais, les Fidjiens, c'est pour l'instant l'équipe la plus régulière. Ils sont sur 4 médailles d'affilée quand même. C'est pas rien, avec 2 médailles de bronze sur les premiers tournois, une victoire à Singapour. Et puis là, ils avaient très bien démarré cette finale à Perth contre l'Afrique du Sud. Et puis on le voit sur cette transformation de la victoire. Malheureusement, c'est pas passé pour eux, mais en tout cas, ils sont vraiment sur une année très très solide. On rappelle qu'ils étaient complètement passés à côté l'année dernière à Los Angeles sur la finale, et là on voit qu'ils ont des intentions. Ils ont notamment, quand même, faut le souligner, le retour de Nadovalo, qui peut pas être négligeable aujourd'hui, qui marque en moyenne 2 à 3 essais par match. C'est vraiment le gros factoriste de cette équipe, le meilleur marqueur du circuit à l'heure actuelle. Ça leur fait énormément de bien. Ils avaient aussi Talakolo qui était revenu sur cette tournée, qui apporte vraiment au centre du terrain. Velawa qui a fait aussi une tournée assez impressionnante. Ils sont tous trop forts. Ils ont vraiment cet équilibre. Il y en a ils ont vraiment trouvé cet équilibre entre un peu de jeunes, un peu d'anciens, des manipulateurs, des mecs qui ont de l'accélération, de l'explosivité et de la vitesse, des mecs aussi avec des hauts fautes, parce que c'est quand même leur marque de fabrique. Donc là, ils ont vraiment tout ce panel de joueurs pour aller chercher de la performance, et donc ils sont quand même assez difficiles à prendre.
Bon, par contre, du côté des garçons de France 7, à Perth, ça a été un petit peu plus compliqué. Ils n'ont pas réussi à enchaîner après leur médaille d'argent du côté de Singapour. Une 7e place, 2 victoires seulement. Le match inaugural en poule face à la Grande-Bretagne. Et puis ensuite, défaite face à l'Australie très large. Défaite dans le Money Time face à la Nouvelle-Zélande, mais un manque de maîtrise quand même. Ils ont manqué les demi. C'était la première fois de la saison qu'ils ont manqué les demi, les joueurs de France 7. Donc ça, c'est quand même à souligner. Et puis ensuite, ils se sont largement inclinés face à l'Argentine en demi pour la 5e place. Et ils ont retrouvé la Grande-Bretagne pour la 7e place. Et ils ont terminé sur une bonne note, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi pas mal de casse dans ce deuxième tournoi. Les absences d'Antoine Zegdar, de Paulin Riva et de Stéphane Parez et de Martin. 3 champions olympiques en moins, ça picote quand même pour les joueurs de France 7. Et justement, on va s'intéresser, messieurs, dames, à ce qui nous attend désormais, puisqu'on va basculer sur le tableau masculin. Et pour vous situer déjà, vous qui nous suivez, on sait que vous suivez le 7, que vous savez à peu près où on en est, mais peut-être pas tout le monde. Donc là, on en est là. Regardez, le calendrier. On a eu Singapour et Perth, et maintenant Vancouver et New York. Ce sont les 2 dernières étapes qui nous attendent pour ce 7 Series, qui est la phase régulière sur cette première division du rugby à 7. Et ensuite, vous le voyez, il y a ces 3 petits tournois, Hong Kong, Valladolid et Bordeaux. Donc on est ici. Et on va se projeter justement sur ce tableau masculin de Vancouver, mon cher Antoine Poussin, puisque on va voir si les équipes de France vont surfer sur leur dynamique, sur leurs points forts, sur ce qui a bien marché, parce qu'on sort quand même de 2 belles tournées pour les équipes de France 7 qui continuent leur progression. Il n'y a toujours pas de victoire finale, il n'y a pas de médaille d'or encore, mais il y a des médailles. Et ça c'est quand même sacrément positif. Maintenant, la question qu'on va se poser sur ce positionnement de tournée, on sait qu'il y a Hong Kong, Valladolid, Bordeaux qui arrivent via les finales. Donc là, cette tournée nord-américaine, elle va avoir un impact et on va le voir déjà avec la compo des garçons, puisqu'il y a pas mal de turnover. Ouais, tout à fait. Tu en parlais, France 7 avait déjà été un petit peu handicapé sur le tournoi de Perse avec des absences de marque, des cadres comme Paulin Riva, Antoine Zegdar, aussi Stéphane Parez-Edo qui vient de se faire opérer. Donc là, on a quand même le retour de Paulin Riva et d'Antoine Zegdar qui va pas être négligeable. Paulin Riva va notamment reprendre le capitana qui avait été laissé à Andy Thimo sur l'étape de Perse. Donc voilà, ça va quand même avoir son importance pour retrouver un peu de stabilité, oublier ce tournoi de Perse où l'équipe de France est un petit peu passée à côté, repartir sur des bonnes bases. On a Yerim Fall aussi qui revient dans ce groupe, qui avait participé l'année dernière à la finale à Los Angeles, qui n'a pas énormément joué cette année en top 14 avec la SN, donc il vient prendre du temps de jeu, de la confiance. On sait qu'il est suivi par le staff, et donc on est heureux aussi de le revoir et de voir ce qu'il va pouvoir apporter à cette équipe. On rappelle que Yerim Falk avait été rookie du Hong Kong Sevens la saison dernière. Donc pour son premier Hong Kong Sevens, il avait frappé fort. Bon, il y aura aussi 2 petits nouveaux, Antoine, Lucas Houdard et Maxime Granel. Ouais, Lucas Houdard qu'on a pu notamment pas mal apercevoir sur le Super 7 ces dernières années, qui est aussi passé par le circuit amateur, le joueur d'Aurillac qui vient tout juste d'ailleurs de signer à Brive, qui va signer en Corée, qui a une bonne expérience à 7, qui a été notamment champion du monde universitaire à Aix-en-Provence, qui est passé aussi, qui a été champion d'Europe aussi avec France 7 sur le circuit européen. On disait qu'il est passé par le circuit amateur, il a beaucoup joué passé par les Monaco Impies, aussi joué avec les 70s, et puis sur Super 7 ça a été le capitaine et le leader de la SM sur les premières années, avant de passer maintenant un petit peu avec les Barbarians. Donc il a quand même un gros bagage à 7. C'est un joueur solide, puissant, un joueur de combat, un peu qui se ressemble un peu parfois avec ce que peut faire Liam de Lamar. Donc ça va être un profil intéressant qui va venir rejoindre l'effectif. Et puis c'est même un peu plus solide, je pense, que Liam de Lamar, donc ça va faire notamment du bien. Et puis on a aussi Maxime Granel qui va découvrir aussi le circuit mondial, qui a peut-être un peu moins d'expérience à 7. Il est aussi passé un petit peu par le Super 7, le joueur de l'USAP. Il a quand même des stats assez sympas cette saison, 9 matchs, 5 essais, c'est quand même déjà pas mal. On rappelle qu'il a que 20 ans. J'avais entendu beaucoup de bien de lui sur le circuit européen. Il avait fait notamment énormément de bien. C'est un joueur assez explosif avec pas mal de vitesse, donc forcément ça va apporter aussi, ça a toujours son importance d'avoir un joueur un petit peu gazé sur un terrain de 7. Mais moi je vais rajouter un petit point là sur Lucas Houdard. Il y a une stat qui est aussi intéressante, moi qui suis la Pro D2 pour des raisons assez évidentes. C'est l'un des meilleurs gratteurs du championnat, donc ça va peut-être nous rappeler beaucoup de ballons dans les racks, exactement. Donc c'est une précision importante. J'ai hâte de voir ça.
Et justement, Marilou, donc on parle de ceux qui seront de la tournée, mais il y aura aussi quelques absents. Ouais, Et exactement. pas quelques petits absents quand même. Ouais, parce que si on fait rentrer des joueurs, ça veut forcément dire qu'on en laisse de côté. Alors, on l'a dit, hein, c'est très éprouvant comme rythme. On a déjà Ena et Muerto, qu'on a beaucoup cité dans tous nos débriefs, etc. Bah, il faut le reposer, hein, notre rookie de l'année dernière. C'était le rookie de l'année dernière. Première saison incroyable. Il a impressionné toute la scène internationale, vraiment. On va avoir Andy Timo aussi qui va avoir droit du repos, lui qui vient de signer à La Rochelle. Hein, du coup, il va aussi changer de club. Donc, il y a un petit peu de. On voit, hein, ils sont quand même utilisés en top 14, nos joueurs, nos sétistes. Donc, ça fait plaisir. Voilà, on pense que voilà, ces deux joueurs ont été quand même très utilisés depuis le début de la saison. Ils ont un peu besoin de souffler aussi. Andy Timo qui avait même été capitaine, hein, sur le dernier tournoi. Pour la première fois, ouais. Exactement. C'était pas très bien fini avec ce carton rouge. Donc, bon, voilà, c'est un fait, ça arrive. On a Enzo Benmegal aussi qui va manquer ce tournoi. Enfin, manquer, comme on l'a dit, à un moment donné, il y a le championship qui arrive. Donc, il faut trouver le moyen de faire souffler ces joueurs. Wany Bosmorin aussi qui sort de la feuille, et Paul Leretre également qui écume le Seven un peu en France, hein, si vous voulez vous balader, vous le verrez sûrement. Il est partout, c'est vrai. Exactement. On salue les copains du Winter Seven, c'est justement, puisque je crois qu'il faisait partie des remettants, des parrains, effectivement. Avec Marjorie Mayence et Carla Nessen, je crois aussi. Ouais, une certaine Carla Nessen dont on pourra reparler. On va en parler, bien évidemment, on va en parler. Moi, ce que je retiens de ces rotations, quand même, c'est qu'on a un sacré vivier en France. Hein. Parce que là, et le Super Seven se fait quand même beaucoup de bien aussi, parce que là, on a des joueurs qui jouent dans la discipline de rugby à 7 avec leur club dans l'année, même si c'est que 4 tournois si vous allez en finale, ça quand même quelque chose. Ça fait quand même plaisir de voir qu'on a une rotation, parce que franchement, là, on a beaucoup de rotation, mais moi, je suis pas inquiet. Très honnêtement, je suis pas du tout inquiet avec cette équipe. C'est plutôt solide. Hein. Non, c'est toujours après toujours vigilant forcément quand il y a beaucoup de rotation, mais là comme on l'a dit, il y a quand même des cadres qui reviennent et qui ont l'habitude de ce genre de scénario et qui vont pouvoir amener quand même cette sérénité à l'équipe. On fait pas la rotation que des jeunes pour enlever des jeunes et remettre des jeunes. Voilà, il y a quand même ça. Il y a quand même des joueurs aussi qui continuent et qui vont prendre de l'expérience, des Ali Dabo, des Clément Mondina qu'on relance encore sur cette tournée et qui vont avoir l'opportunité encore de prendre du temps de jeu, de prendre de l'expérience au circuit mondial, et ça peut aussi avoir son importance sur la fin de saison. Jocelyn Bouillet également qui commence vraiment maintenant à enchaîner, à s'imposer dans cette équipe, donc ça va être quand même hyper intéressant de voir tout ça et tout en intégrant les nouveaux, parce qu'il faut toujours aussi amener un petit peu de jeunesse. Les Jeux Olympiques de Los Angeles, c'est loin, donc il y a quand même cette opportunité de travailler avec ces jeunes joueurs aussi. Ouais, et puis c'est un exercice d'équilibriste en fait, parce que on l'a vu là sur Perth, qu'en fait, dès qu'on perd nos cadres, on en a perdu 3 d'un coup. Voilà, c'est pas que ça s'est écroulé, mais ça tient plus la route en fait, sur la durée, sur des décisions clés, sur des moments vraiment charnières, ce qui fait la magie du set. Donc c'est important de toujours en réinjecter, mais de toute façon, plus on va utiliser de joueurs et plus on va aussi créer ces cadres. Donc, faut être intelligent sur qui on intègre et quand et sur quel profil. Et là, je pense que ça va être très très bien fait avec Granel et avec Oudard. Surtout qu'Oudard était capitaine de l'équipe de France, hein, qui a été championne universitaire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît vraiment le set, on l'a déjà dit, qui est expérimenté et qui est aussi un leader en devenir. Donc, et en même temps, on remet des joueurs qui sont rodés au Seven, à l'équipe de France, au schéma du Sevens français. Donc je pense que non, je m'inquiète pas pour les garçons, vraiment. Non. Puis le leadership est partagé, il faut aussi que d'autres leaders émergent. Aujourd'hui, il y a une base forte de ces champions olympiques et on sent qu'aujourd'hui, effectivement, quand ils sont pas là, nos champions olympiques, surtout à certains postes clés, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est dans ces moments aussi que les autres joueurs vont prendre leur place et vont aussi s'imposer. On l'a vu avec Eda et Muerto l'année dernière et d'autres joueurs également. Donc ça va être positif. Bon, il y a eu des rotations aussi dans les autres équipes, pas mal de rotations. On va les citer quelques-unes, hein, puisque du côté de l'Australie, on a quand même James Turner et Maurice Longbottom. Hein, donc là, pareil, en tant que métronome, Maurice Longbottom, c'est vraiment un joueur qui trie les ballons et qui est, c'est quand même quelqu'un qui
qui au milieu fait énormément de bien et peut être décisif aussi avec son jeu au pied pour l'Australie. Et Turner également qui va disputer, si je dis pas de bêtises, son premier tournoi là, cette année, qui n'était pas encore apparu avec les Australiens et qui avait réalisé notamment des JO assez exceptionnels. C'était un joueur quand même assez décisif dans leur équipe, donc vigilance aussi sur son retour. Ouais, les Australiens qui sont assez troublants cette saison. On n'arrive pas trop à les jauger. Ils soufflent le chaud et le froid. On les bat largement à Singapour et puis ensuite ils nous tordent à Perth. C'est un petit peu compliqué de savoir. Et là, le retour de ces joueurs, c'est quand même assez important. Du côté de la Nouvelle-Zélande, pas trop de changements, juste le retour de Rodrigue Solo. Donc pareil, un joueur quand même qui peut être impactant et qui peut amener à cette équipe. Non, les retours, c'est surtout ceux de l'Espagne. Moi, j'ai envie de citer surtout Manu Moreno et Paul Pla. Paul Pla, c'est la légende espagnole, le capitaine, le joueur le plus capé. Il manquait depuis ce début de saison, puisqu'on rappelle, l'Espagne est vice-championne du monde en titre. Elle n'a pas joué une demi cette année. Donc là, ça fait compliqué. Je pense que ça vient aussi un peu de là, parce que c'est vraiment en termes de mettre à penser, de mettre à jouer. Paul Pla, avec l'Espagne l'année dernière, ils ont marché sur l'eau. C'était incroyable à voir. Et cette année, on était un peu frustrés de pas les voir concrétiser sur beaucoup de matchs qui pourtant étaient accessibles. On les a vus perdre contre l'Argentine sur des matchs où vraiment ils auraient pu prendre l'ascendant et sur, pareil, une petite décision un peu quand on est dans le dur et le match leur a échappé plusieurs fois. Donc là, revoir Paul Pla et revoir Manu Moreno un peu peser dans le jeu, c'est peut-être le moment. Là, c'est peut-être le timing idéal pour sauver tout ça. C'est stratégique de les remettre juste à ce moment-là, juste avant, parce qu'entre guillemets, là pour l'instant, on va dire que ces tournois ne comptent pas, ou presque. Mais là, de les réinjecter juste pour qu'ils reprennent un peu de temps de jeu avant toute la fin de saison avec les 3 tournois décisifs. Bon, voilà, il est malin quand même, le coach espagnol. On conserve les vieux, tu vois. Paul Pla. La famille Pla, on les connaît depuis, mais voilà. Oui, parce que la sœur jouait aussi en équipe nationale. Paco Hernandez, le coach, est un ancien joueur aussi, donc rompu un peu à l'exercice. Et c'est vrai que là, il y a quand même aussi un tournoi qui sera à Valladolid. L'Espagne, Stevens revient aussi en Espagne, donc je pense qu'ils l'ont ciblé. Moi, je pense que les Espagnols... ils sont dans le tempo et ils peuvent revenir au moment clé. Il y a une autre équipe qui est déjà là depuis le début de saison et même depuis la saison dernière et même depuis Paris 2024 parce qu'ils font pas de bruit, mais ce sont les Sudaf. Quel vivier les Sudaf aussi, puisque là on a quand même le retour de Selvin Davids, là aussi l'un des joueurs les plus capés. Voilà, machine de guerre, joueur ultra métronome. Moi je me rappelle d'un essai qu'il a marqué à Los Angeles où il nous a mis un espèce de step. Et il a traversé le terrain tout seul. C'est un des plus âgés. Et franchement, il a été quand même sacrément solide. Ronald Brown qui est de retour. Impi Visser, Dewald Duman. Bon, il n'y a pas de Zane Davids ni de Ricardo Duarte qui ont été vachement impactants sur le dernier tournoi, surtout pour Duarte sur le dernier. Mais ça va vraiment manquer. Ça va manquer, c'est ça, on a l'impression qu'en fait... Quand tu remplaces Duarte par Selvin Davis, tu perds rien, hein, franchement, en termes de qualité offensive. C'est quand même des fous sur ça. La manière d'organiser le jeu, d'être capable d'accélérer aussi à n'importe quel moment, de prendre le ballon, comme tu l'as dit, tout seul et de traverser le terrain. Il faut vraiment avoir les yeux partout sur ces joueurs-là. Et les Sud-Africains, ils sont déjà à deux étapes gagnées sur les 4. Ils sont vraiment dans la continuité de Los Angeles de l'année dernière. C'est assez impressionnant. Pareil, une équipe difficile cette année à manœuvrer, qui arrive à se positionner tout doucement juste derrière les Fidji. Mais ouais, ils sont plutôt en bonne voie encore pour conserver leur titre peut-être cette année. Bon. On en a déjà un petit peu parlé, mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre du coup ? Parce que là, on va regarder un petit peu sur le classement général, parce que bon, on l'a dit, hein, c'est 2 tournois qui arrivent. Il y aura un classement général de la phase régulière après, mais le seul enjeu, le vrai gros enjeu, Antoine, c'est le top 3 pour l'instant dans ces 2 tournois. Bah oui, si on prend vraiment le cas en plus général, mais surtout le cas de la France aujourd'hui, effectivement, on le rappelle, donc à l'issue de ces 2 tournois de Vancouver et New York, les 3 équipes donc, qui seront aux 3 premières places seront tête de série, puisqu'on reprendra du coup le format à 12 qu'on a connu l'année dernière, où on aura 3 poules de 4. Donc forcément, l'enjeu pour France 7 aurait été d'être dans ce top 3. Aujourd'hui, quand on regarde le classement, on a quand même un petit peu de retard sur la Nouvelle-Zélande avec ce mauvais résultat de Perth. Donc ça va être compliqué. Rien n'est impossible dans le 7, mais il va falloir quand même qu'il y ait toutes ces équipes devant qui se trouvent.
ça peut peut-être aller, le reste ça va être compliqué, et surtout il va y avoir 2 tournois, il va falloir engranger des points. Donc là on a perdu un petit peu de retard sur ça. Donc aujourd'hui on va peut-être être plus sur le travail sur cette tournée-là, parce qu'en plus on en a parlé, quand on connaît actuellement la forme des Fidji, d'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande, j'ose mal imaginer qu'elle passe à côté d'un des tournois et qu'on puisse rattraper un petit peu ce retard. Donc aujourd'hui c'est pas alarmant de dire qu'on va vraiment travailler sur cette tournée. On l'a vu, il y a aussi des nouveaux joueurs qui arrivent, donc voilà, moi ça me choque pas qu'on parle en tout cas de ça. Et puis on a une poule aussi qui va être difficile, hein. Il va falloir déjà sortir de cette poule avec déjà les Fidji qu'on va retrouver, hein, qui viennent d'enchaîner 2 finales. Ce sera d'ailleurs le premier match, vous voyez, donc ce sera samedi à 20h19, et puis ensuite l'Australie qui a quand même sorti un sacré tournoi à Perth, et l'Argentine qui va se relancer à un moment donné. Je peux pas croire non plus que l'Argentine n'arrive pas à aller chercher vraiment des résultats cette saison. Ils s'étaient avancés un petit peu à Cape Town, mais là ils sont vraiment passés à côté sur ce tournoi. Faut pas oublier quand même qu'ils nous en ont mis pas loin de 50 sur l'étape de Perse, donc ils ont repris un petit peu l'ascendant psychologique là-dessus. Donc voilà, mais ça va permettre aussi à ces jeunes joueurs qui arrivent d'aller se confronter à ce qui se fait de mieux, de travailler encore et toujours pour être vraiment prêt pour ces 3 derniers tournois de la saison. Et si on regarde sur les autres, l'autre pool, on voit quand même qu'on a aussi des sacrés gros morceaux. Moi, j'ai hâte de voir cette Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. 4h40, ça va coûter un petit peu, hein, mais celui-là, il va être sacrément costaud. Oui, on est habitué. Quand on aime le stress, on ne compte pas les heures de sommeil. Non. On ne les compte pas. Si on est intelligent, il y a aussi de la F1 en plus. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, c'est comme ça qu'on reste éveillé la nuit. Exactement. Marie-Lou qui binge drink du sport à longueur de journée. À longueur de journée. Voilà notre. À faire des overdoses, mais ça vient pas. Il y a autre chose qui est important pour ce tournoi à travailler, Marie-Lou, également. Ouais, en 3e point, on pourrait évoquer tous ces décalages horaires, parce que nous, on rigole, on va se lever à 4h, etc. Mais pour les équipes, c'est beaucoup moins drôle, parce qu'il y a un effort physique à produire derrière. Donc là, on a 9 heures de décalage horaire. On est à l'autre bout du continent américain, pardon, pas des États-Unis. Attention. Vancouver, c'est sur la même ligne que Los Angeles. Par les temps qui courent, il faut faire gaffe à parler de géopolitique. Exactement. Continent nord-américain, même, je vais être très précise. Puis il y a 9 heures de décalage horaire. Ils sont en retard sur nous. En plus, on remonte un peu dans le temps pour vous mettre une image. Donc déjà, c'est pas évident de s'acclimater. Bon, il fait moins froid que d'habitude. On est là un peu plus tard, donc il fait beau. Il n'y a pas de neige à Vancouver, c'est cool. Par contre, ça veut dire que la semaine d'après, contrairement aux autres années, on allait à LA, donc on restait sur le même fuseau. Là, il faut rebasculer à New York. Donc ça veut dire qu'on prend 3 heures dans les dents. Donc ils vont se redécaler un peu dans le temps. Donc ça peut être, pour les organismes, à ce stade de la saison, avec le niveau de fatigue et le niveau d'exigence des tournois, on peut se demander si ça va être très impactant sur les groupes. Et du coup, ça devient peut-être intéressant, tous ces changements qu'on a évoqués depuis tout à l'heure. Bon, écoute, ça promet en tout cas pour ce qui arrive. Je pense que là, on va être sur 2 tournois et une tournée intéressante du côté des garçons. Bon, on va maintenant passer. On va parler des dames un petit peu, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur ce tableau féminin. Et Marie-Louise, ça a bougé chez les garçons, mais ça bouge également chez les filles, chez les joueuses de France 7 dans le groupe, puisque même si elles ont eu la médaille de bronze à Perth, il y a quand même eu pas mal de changements si on regarde la composition. Beaucoup de changements, et le premier, la grosse surprise, alors je ne sais pas qui avait parié là-dessus, mais il faut jouer au loto. Clairement, il faut jouer au loto. C'est incroyable. Donc, elle a parcouru un peu le monde là, ces dernières années. Elle a joué notamment au Japon. C'est Yolène Yengo qui revient. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, son dernier tournoi, c'était Paris 2024. Voilà, c'est la dernière fois qu'elle a porté le maillot bleu. Et la revoilà. Donc, vraiment, on avait dit qu'il fallait plus d'expérience chez les filles, qu'on avait un groupe très talentueux, mais très jeune. On va remettre un peu d'expérience là-dedans avec le retour de Yolène. On a aussi le retour de Carla Nessen. Après son passage à 15 avec l'équipe de France notamment, elle a fait la Coupe du Monde notamment à 15. Retour de Carla Nessen, donc
Contrairement à Paul, elle n'est pas restée au niveau du Winter Sevens. Donc très content de la retrouver. On a Valentine Lotos aussi qui va revenir mettre du punch dans le jeu des Bleus, donc c'est très cool. Et dans puis l'ambiance forcément, aussi. et de l'ambiance. Ouais, on l'a vu danser un petit peu les TikTok. Ils l'ont trouvé le Sevens là-dessus. C'est très cool. Montrons-leur, on sait faire la fête en France. Exactement. Bien sûr, ça fait partie du set. Voilà, exactement. Il faut savoir bouger sur et en dehors du terrain. C'est très important. C'est très français. Mais on va aussi retrouver des petites nouvelles. Hein. Forcément, ça va nous faire plaisir. Donc, et voilà, on a d'autres retours quand même avec Noah Coudre et Ada Traoré, du coup, les 2 joueuses de Bobigny qu'on a quittées, nous. Et j'espère vous aussi, si vous l'avez suivi au Super Sevens, un peu malheureuses, hein, qui se sont inclinées face au Loup en finale. Donc voilà. Ouais, donc mes 2 joueuses très expérimentées, très talentueuses, qu'on est très très contente de retrouver et qui, on n'en doute pas, ont encore faim de matchs de Sevens. On a quand même des joueuses là qui sont habituées un peu au circuit mondial. Hein. Carla, Yolène, Valentine, maintenant c'est des Ada cadres. aussi, on en a fait quelques-uns la saison dernière. J'y venais. Hein. Ada c'est une joueuse très impactante qui fait aussi un très gros tournoi sur la finale du Super Sevens. Donc moi j'ai hâte de la revoir sur le circuit. Moi j'aimerais bien que cette joueuse elle arrive à s'imposer dans le groupe, hein, parce qu'elle a une capacité physique et même elle sait très bien faire jouer en no-float. Oui. C'est une joueuse qui est intéressante. Bon, il y a 2 joueuses qu'on va découvrir quand même, Marilou aussi. Il y a 2 petites nouvelles qui rejoignent le groupe. Exactement. La première, du coup, c'est Marie-Aurélie Castel. Mais est-ce qu'elle est vraiment nouvelle? Oui. Elle est nouvelle à 7, mais pas forcément en équipe de France. Elle a déjà joué notamment à 15. On l'a vu beaucoup, nous, personnellement, sur les tournois de Sevens, avec notamment les 7 Fantastiques, hein, vraiment sur les tournois l'été. Soyez là cet été, ça va reprendre, n'oubliez pas. Et alors, attendez, il faut placer tout. On vous met les petits indices comme ça. N'oubliez pas le Sevens. Voilà. Elle a joué aussi énormément avec le Stade Rennais, son ancien club. Là, elle a signé avec le Racing 92, où elle évolue en Élite 2. Voilà, donc une joueuse très performante, très rapide qu'on avait. Moi, personnellement, j'avais hâte de la voir en équipe de France, qui revient aussi de blessure. Hein. Elle a été blessée, donc elle va apporter beaucoup d'énergie et beaucoup de vitesse, je pense, à cette équipe de France. Et le deuxième ajout notable, du coup, c'est Alice Grandhomme. On a parlé de Romagna tout à l'heure avec la finale du Super Sevens. Et ben, c'est une joueuse de Romagna. Très jeune, pardon. Elle a seulement 20 ans, mais on l'a vu, hein, l'âge n'est pas une excuse en équipe de France. Vraiment. On rentre, on se mêle aux joueuses d'expérience. Donc, pareil, très impressionnante sur l'ensemble du tournoi. Moi, j'ai trouvé vraiment très sympa. Voilà, c'est une nouvelle joueuse qu'on va devoir lancer dans le grand bain, dans de bonnes conditions, entourée de beaucoup d'expérience, beaucoup de bienveillance. Et voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, si on va arriver à mettre de la continuité un peu dans la progression de l'équipe de France féminine. Ouais, c'est intéressant, franchement, ces rotations avec ces 2 joueuses qui vont peut-être... Il y a un mélange entre des nouvelles, de l'expérience, des joueuses... Il y a 3 niveaux un peu de changement. Elles sont intéressantes, ces rotations. Antoine, il y a quand même aussi une nouveauté sur cette tournée. C'est que ce sera Lou Noël Rivier qui va prendre le brassard de capitaine, parce que Lily Dezou, la capitaine depuis le début de saison, et même depuis la finale à Los Angeles l'année dernière, n'est pas là. Elle a quand même sacrément tenu la baraque depuis le début de saison, Lily. Est-ce que ça peut avoir un impact, ce changement de capitana, sachant que Lou, quand même, elle est aussi sur une phase très ascendante? Ouais, après forcément que Lily va manquer, hein, parce que quand on regarde un petit peu cette saison, elle fait partie quand même de ces joueuses au-delà de l'équipe de France, hein, qui dominent un petit peu ce circuit mondial. Alors oui, il y a les Néo-Zélandaises et les Australiennes, mais en fait pour intégrer n'importe quelle équipe, Lily, quand on voit qu'offensivement, défensivement, elle apporte tellement. J'espère que ça va pas tant manquer que ça quand même, parce qu'elle a un rôle hyper important dans ce groupe. Et après, très content pour Lou Noël Rivier, hein, qui fait un sacré début de saison aussi, qui fait partie des meilleures franchisseuses de françaises féminin avec Alissa Christian, c'est même sur le circuit. Donc elle a montré quand même qu'elle était légitime d'avoir aussi ce brassard tant elle apporte sur le terrain. Donc moi ça me choque pas aujourd'hui qu'elle prenne ce rôle de capitaine. Encore une fois, on est dans du travail, on teste aussi des choses. Il faut que le leadership soit aussi partagé un petit peu, parce qu'on sait jamais, une blessure peut arriver ou quoi. On peut manquer d'une personne à un moment clé, donc faut pas reposer le capitanat que sur une seule personne non plus. Donc voilà, je pense qu'elle va prendre ce rôle très à cœur, je n'en doute pas. Ça y est. Oui, puis c'est dans la lignée de ce que nous avait dit aussi Romain en début de saison dans l'interview. Il y a un groupe de leaders
et il faut s'appuyer sur ces cadres-là. Donc là, voilà, il faut faire souffler Lily aussi. Lou, c'est un excellent choix parce que moi, je l'ai dit plusieurs fois, c'est pour moi, elle fait une très grosse saison. Oui, c'est sa saison la plus aboutie depuis qu'elle a rejoint France 7. On la sent plus assurée, on voit, elle assume ses choix, elle ose, elle guide les filles vraiment par ses attitudes et dans son discours. On le voit aussi pendant les mi-temps. Donc pour moi, ça fait pas un pli. Vraiment, ça fait pas. Je rajoute quelque chose sur Lou. Je confirme complètement tes propos, Marie-Lou. Lou Noël-Rivier, c'est aussi une étudiante puisqu'elle est sur sa dernière année d'études de kiné. Donc elle fait aussi en parallèle un double projet étudiant. Donc souvent, la dernière fois, lors de la dernière émission, lorsque j'avais fait l'interview avec elle, elle partait en salle d'acclimatation pour se préparer aux fortes chaleurs et humidités de Singapour. Mais le soir, elle avait des partiels en visio. Donc chapeau à Lou aussi parce que mener de front une saison de 7, être capitaine, être leader dans un projet olympique en même temps faire ses études. Voilà, d'ailleurs, je tiens un peu mon chapeau à Lou. Elle n'est pas la seule à le faire, mais c'est intéressant. Tu viens de le préciser, du coup, c'est vraiment un exemple pour les filles, quoi, de quelqu'un d'extrêmement motivé, de stable dans sa tête aussi, qui sait où elle va. Et forcément, ça, quand tu as ça dans un groupe, que quelqu'un a les idées claires et sait vraiment comment atteindre ses objectifs, forcément, en général, les gens suivent derrière. Exactement. Il y aura quelques absentes aussi. On va passer rapidement dessus. Léa Trollier qui avait pas mal enchaîné, Suliana Sivi qui avait été aussi très intéressante, Faustine Piscicelli qu'on voit un petit peu moins, qui est un peu plus discrète, qui est en train de progresser, qui est une jeune joueuse également, Kelly Harbet qui a été plutôt impactante aussi. Moi, très honnêtement, je m'attendais parfois un petit peu plus, aussi un petit peu timorée, mais quand même qui a montré de belles choses. Elle qui avait quand même été très impressionnante à la Coupe du Monde à 15. Ouais. On est mal habitué aussi avec des Sarafine et des Anne-Cécile. Donc, voilà. Mais elle s'attend à la même chose pour le même gabarit. C'était un début et en tout cas, je pense qu'elle a pris date. Mariama Tandiang, pareil, qui a été, je crois, un petit peu blessée après un départ canon. Awa Tunkara, qui elle aussi avait eu un petit pépin de blessure du côté de la dernière tournée. Donc voilà, il y a la moitié de l'effectif qui a changé. Il y a eu une médaille à Perth et là, on va voir si elles arrivent à maintenir le cap, nos Françaises. En tout cas, comme vous l'avez fortement bien souligné tous les deux, il y a une certaine continuité dans le projet et tous ces changements ne sont pas anodins. Et d'ailleurs, on le voit, il y a peu de rotation par contre dans les autres groupes. Je crois qu'il y a un changement du côté australien. C'est sur le Canada. Ouais, effectivement, c'est ça. Mais c'est là où c'est très intéressant. Les autres groupes, sauf une équipe. C'est ça, c'est exactement ça. Tu as les Australiennes qui ont changé que Kennewell qui revient, c'est un retour. Donc là, c'est pareil, on la relance. Et effectivement, Antoine, les Canadiennes, ça envoie du lourd. Elle récupère tout simplement toutes les médaillées olympiques qui reviennent. Piper Logan, Florence Simon, Charity Williams aussi. On sent que là, voilà, il y a quand même une mission. Elles sont chez elles, elles n'ont pas envie de faire mauvaise figure. En plus, il y aura pas les garçons avec elles pour les accompagner. Donc là, tout repose sur elles sur ce tournoi de Vancouver pour faire le spectacle et avoir du public. Donc on met les ingrédients. Voilà. Quoi dire de plus qu'à part ça. On met les ingrédients, mais on les met au bon moment. Je pense que c'est très, très stratégique. C'est pas juste le fait d'être à Vancouver. C'est qu'elles ont débuté cette saison pas si bien que ça sur ce sur quoi on les avait laissés, c'est-à-dire le 7, puis après les 7 qui avaient enchaîné avec le 15. Donc, il y en a beaucoup qu'on n'avait pas revus, notamment Flo Simons, qu'on n'avait pas revu depuis. Mais là, déjà, ça a commencé avec le retour d'Olivia Apps, qui est revenue, du coup, parce qu'elle joue en Angleterre maintenant. Donc, il a fait énormément de bien. Exactement, elle a fait énormément de bien. Elles finissent bien, du coup, ce tournoi de Perth. Merci, Perth. Je ne sais jamais si c'est Singapour ou Perth. C'est Perth. On s'y perd. Exactement, décalage horaire. Qui finit très bien le Perth. Donc là, on réamorce en réinjectant 3 Olympiennes, et pas des moindres, parce que vraiment, c'est des joueuses très qualitatives, dont Charity Roulade Williams. Vous vous souviendrez très vite pourquoi Charity Roulade. Mais voilà, c'est 3 bons ajouts. Et je pense que c'est très bien joué pour aller chercher des petites places au classement, et un potentiel top 3, là, c'est encore possible là, sur 2 tournois. Justement, on va parler un petit peu de ce qui va se passer du côté de Vancouver, mon cher Antoine, ma chère Marie-Lou. Les Françaises vont cette fois-ci éviter les Canadiennes. C'est pas plus mal vu ce qu'on vient de dire.
que bon, on a parlé de Charity Williams, mais Piper Logan, moi j'ai encore en cauchemar les 2 essais qu'elle nous met en sortie de mêlée. Je ne l'ai pas évoqué. Voilà. Je ne l'ai pas évoqué. C'est une joueuse aussi qui est ultra dangereuse. C'est un petit pins, mais par contre, ça a du gaz. Donc les Canadiennes, c'est très bien de les éviter là. Bon, Japon, Grande-Bretagne pour la France. Il y a la Nouvelle-Zélande, mais Marilou, c'est quand même à notre portée cette poule. Encore une fois, on peut viser les demi sans trop de problèmes, mais méfiance quand même. Voilà, pas de relâchement, surtout pas de relâchement, faut pas prendre à la légère le Japon qui avait quand même fini dans le top 3 sur le premier tournoi. C'est un peu plus compliqué depuis, mais c'est le Japon, donc moi je n'enterre jamais le Japon. La Grande-Bretagne, bon, elles n'ont pas gagné un match d'aucun tournoi depuis le début de la saison, donc c'est complexe pour elles, mais du coup c'est bien pour la France parce que c'est un bon rythme pour se mettre en action, parce qu'on a dit qu'on commençait très mal en général, à part Perth, du coup on a tendance à perdre le premier match. Donc finir par la Nouvelle-Zélande, c'est se mettre bien dans le bain avant d'attaquer potentiellement des demi le jour d'après. Donc en général, on est bien sur le deuxième jour. Donc je pense que c'est une bonne montée en puissance qu'attend les Bleus. Donc voilà, 21h35, il me semble, le premier match contre le Japon. Pas d'excuses. Il n'y a pas de décalage horaire à 21h35. On y sera. Voilà, exactement. Donc, une bonne poule pour les Bleus, pour se rassurer, pour faire un bon premier tournoi. Parce que d'habitude, on fait un bon deuxième. Là, on va essayer vraiment de tout homogénéiser avant de basculer sur le championship. Et sur l'autre poule, on voit que ça va être quand même sacrément costaud, avec déjà un gros derby pour démarrer. Australie, États-Unis face au Canada. Là, à Vancouver, ça va détonner au BC Place Stadium. Et je pense que là, pareil, normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise avec les Australiennes qui devraient normalement dominer cette poule. Mais voilà, moi, je vous annonce. Vigilance pour quand même les Canadiens, comment elles se renforcent. Tu penses qu'elles peuvent aller chercher ? Je pense quand même qu'elles peuvent vraiment les inquiéter. Et États-Unis, Canada, malgré tout, sur ces dernières tournées, elles ont pas mal inquiété quand même la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Elles craquaient un petit peu des fois sur des fins de match, mais elles ont quand même accroché. Il n'y a pas eu des scores si lourds que ça. Ces équipes quand même qui progressent également. Et j'aimerais bien aussi voir un petit peu de turnover, parce que là, on vient de se taper 4 finales en Australie. Ça serait bien que sur ce tournoi, en tout cas, déjà à Vancouver, si c'est le Canada ou les États-Unis qui peuvent les châtiller un petit peu et peut-être arriver en finale, ça serait pas mal, en tout cas pour le suspense, non, mais pour la rotation, on va dire. Ok. Canada premier de poule B, Australie deuxième, Nouvelle-Zélande première de la poule A. J'adore nos Françaises, mais je pense que ça va être chaud d'aller chercher vu la dynamique. Non, mais ça me plaît bien, demi-finale France-Canada. Et on les bat chez elles, et c'est nous la troisième équipe à aller en finale cette année. Voilà, ça serait magnifique. Après, si les Canadiennes sont deuxièmes et qu'on les retrouve en finale, moi ça me va aussi, ça peut être formidable à Vancouver, franchement. Vancouver où il y a une belle communauté française, puisque on a pas mal de communautés qui suivent ce tournoi. On avait été très bien accueillis en 2024, là. Effectivement. C'était très bien. Effectivement, vraiment les représentants français à Vancouver sont top. Et c'est vrai qu'on c'est un chouette tournoi. Il aura son importance, Antoine, ce tournoi également pour le classement, un défi, puisque on voit qu'il y a une nette domination de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, mais derrière ça va bagarrer. Ouais, franchement, on parlait tout à l'heure sur le tableau masculin en regardant le classement qu'effectivement la France était un petit peu détachée par rapport à ce top 3. Là, on voit quand même que c'est ultra serré, avec des équipes qui ont malgré tout été assez régulières derrière la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc les États-Unis qui pour l'instant se placent juste devant nous à 2 petits points. Le Canada qui est pas si loin non plus derrière, qui peut revenir à tout moment. Donc faudra faire attention. Donc là, pour le coup, pour les Françaises, il y a vraiment l'opportunité d'aller chercher cette 3e place sur cette tournée, d'être tête de série à Hong Kong. Et franchement, à Hong Kong, éviter direct la Nouvelle-Zélande ou l'Australie en poule, ça serait quand même vraiment pas négligeable pour se lancer dans le Rugby Championship. Je m'égare. Mais dans le HSBC World Championship, franchement, ça serait vraiment pas négligeable pour attaquer ça de la meilleure des façons. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire le job, mais il faudra surtout surveiller en priorité États-Unis et Canada, et puis même Japon qu'on va avoir dans la poule. Au final, elles sont qu'à 6 points derrière, elles peuvent aussi se relancer. Mais surtout, je pense, gros point de vigilance sur déjà faire le tas de notre côté, et puis regarder aussi ce que vont faire les États-Unis et le Canada sur cette tournée, en plus qui va être du coup pour elles à domicile. Donc là, ça va avoir d'autant plus d'importance pour ces nations.
Bon, bah, je crois qu'on a été plutôt complet, hein, parce que là, en tout cas, non, mais c'est compliqué parce que quand on voit ces 2 derniers tournois, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont posé la question sur les réseaux sociaux il sert à quoi ce Sevens 1, ces 6 premiers tournois, puisqu'en fait, au final, tout est remis à zéro. Après, je vais vous remettre le calendrier parce que je pense que c'est important qu'on se rende compte, qu'on se rappelle ça. Mais en gros, si on reprend le calendrier, là, la première série, on a 6 tournois, mais tout est remis à zéro ensuite, avec en plus 4 équipes du Sevens 2 qui vont nous rejoindre, puisqu'on a encore les tournois de Montevideo, hein, vous le voyez sur votre droite. Montevideo, Sao Paulo, ce sont les 2 autres tournois. Pour l'instant, c'est l'Argentine et l'Allemagne qui dominent, les Argentines, les filles, et les Allemands côté garçon qui dominent le Sevens 2, mais ce seront les 4 premières équipes qui rejoindront ces 8 équipes du Sevens 1 pour donc disputer une finale à 12. Bon, moi, je trouve quand même que c'est pas du tout pour du beurre cette dernière tournée. Elle est ultra importante, cette tournée, pour bien anticiper, peut-être avoir de bonnes surprises sur des nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses. Moi, je pense qu'elle va être très importante à suivre cette tournée pour pas mal de raisons. Bon, on espère en tout cas des médailles pour nos équipes de France 7 et on espère aussi d'avoir de beaux tournois. On rappelle qu'à Vancouver, c'est indoor, donc c'est fermé, toit fermé, donc ça va envoyer du bois sur une pelouse synthétique. Après New York, c'est une nouvelle étape, donc on va voir, on va découvrir cette nouvelle étape dans le New Jersey, il me semble. Bon, on va voir un petit peu à quoi s'attendre, mais en tout cas, c'est bien que le Sevens se bouge aux États-Unis. On a vu Las Vegas, on a vu Los Angeles, et là, on va avoir New York. Donc, ça va être intéressant cette tournée nord-américaine. Je crois qu'on est plutôt complet là sur cette nouvelle tournée. Je pense qu'on a bien fait le tour. Si vous manque des infos à tout hasard, je pense que là, on a été quand même pas mal. Si vous voulez un petit peu vous rafraîchir la mémoire, sachez que tous les résumés de chaque étape qui se sont déjà joués sont déjà sur notre chaîne YouTube en intégralité, avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'images. Donc, si vous voulez vous refaire un petit refresh avant cette tournée, vous pouvez sur notre chaîne YouTube. Et puis, restez bien connectés, puisque sur notre site sevensrugby.fr, vous aurez toutes les infos, tous les résultats quasiment en temps réel. On va essayer, ça va être la nuit, donc ça va être compliqué, mais vous aurez tous les résultats, nos pages Instagram et Facebook, au moins pour le petit-déj. Pour le petit-déj avec les croissants. Voilà, vous aurez toutes les infos du set sur nos comptes. N'oubliez pas LinkedIn aussi, on a lancé une nouvelle newsletter mensuelle, donc avec pas mal d'infos. Donc normalement, vous devriez avoir tout ce qu'il vous faut pour suivre le presque dénouement du HSBC Sevens Series. N'oubliez pas également de vous abonner ici sur YouTube. Et si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez commenter et on tâchera d'y répondre soit directement sur YouTube, sinon lors de la prochaine émission. Bon, tous les deux, merci beaucoup. Marie-Louise, Antoine, de m'avoir accompagné. On s'est encore une fois bien régalé à parler de Sevens pendant presque 1 heure. Merci. C'est toujours un plaisir. Merci à toi. Merci à vous de nous suivre. Le Sevens Rugby Show revient très très vite. La prochaine fois, ce sera pour parler des finales. Donc là, ça commence. Ça va amener des petits frissons. On vous souhaite d'excellents tournois de Vancouver et de New York. Allez les Bleus. ES. Allez les Bleus. Et vive le 7. Salut. Salut.